Je passe tout de suite la parole à Olivier de Langavant, directeur général du groupe Morel et Prom. Il sera accompagné de Patrick Delia, directeur financier du groupe, pour la partie financière. Merci Mathieu. De messages clés avant de développer plus avant ma présentation. Ces messages clés que vous voyez sur cette slide, c'est tout d'abord une continuité des activités qui a été assurée tout au long de l'année malgré la pandémie de Covid-19. On a pris, c'était assez évident, toutes les mesures qui étaient nécessaires à assurer la permanence des activités et aucune interruption d'aucune sorte finalement des opérations n'a été à déplorer. C'est important en particulier dans nos filiales. Deuxième message, une forte résilience opérationnelle et financière dans un contexte économique qui était extrêmement difficile. Notre chiffre d'affaires est évidemment en forte baisse, de moins 35% en l'occurrence, en raison de la baisse des prix de vente. Baisse des prix de vente qui a été quand même de plus de 40% par rapport à 2019, donc on a en quelque sorte absorbé une partie de cette baisse, en particulier grâce à nos productions de gaz. Et puis, on a dû subir des réductions de production qui étaient consécutives au quota de l'OPEP au Gabon. Donc, malgré tout, le chiffre d'affaires, sa baisse a été limitée à 35%. On a mis en place extrêmement rapidement un plan d'adaptation et de réduction des coûts dès le mois de mars 2020, au début de la crise. Tout ceci a permis de garder sur l'ensemble de l'année un flux de trésorerie disponible positif à 16 millions de dollars. Retour ensuite à un résultat net positif au second semestre 2020 grâce aux initiatives de réduction des coûts et également grâce à la moindre charge d'amortissement résultant des impairments qui ont été enregistrés au premier semestre. Ensuite, une structure de capital robuste et une liquidité qui a été maintenue. Nous avons remboursé, et c'était la première fois, c'était cette année que nous commencions à rembourser notre dette, nous avons remboursé 77 millions de dollars de dette en 2020, malgré cet environnement, et nous sommes au 31 décembre 2020 avec un endettement net de 455 millions de dollars, en légère baisse de 14 millions de dollars par rapport à 2019. Notre position de trésorerie au 31 décembre était maintenue à 168 millions de dollars et nous avons disponible, si c'était nécessaire, mais ça ne l'est pas aujourd'hui, nous avons toujours disponible 100 millions de dollars de la deuxième tranche du prêt d'actionnaire qui n'a pas été tirée. Nous n'avons tiré qu'une première tranche. Ensuite, l'autre message, c'est la pérennisation des efforts entrepris et la préparation de la reprise du développement. Nous avons maintenant un point d'équilibre cash avant service de la dette, un break-even cash qui a été abaissé sous les $30 par baril, donc à un niveau qui est très en dessous de ce qui a été finalement la moyenne des prix du brut en 2020. Nous maintenons évidemment notre discipline financière et les initiatives de réduction de coûts qui ont été entreprises en 2020 seront poursuivies. Important, nous reprendrons les forages de développement au Gabon dès l'été 2021. La production, donc, dans les phases d'en bas, notre production a été, compte tenu des quotas, 5% inférieure à ce qu'elle était en 2019, qui a un impact qui était finalement relativement limité, un peu plus de 26 000 barils jour. Nous avons réduit nos coûts d'exploitation et d'administration de près de 40 millions de dollars, c'est plus de 20% de baisse par rapport à 2019. Nous avons maintenu un flux de trésorerie disponible à 16 millions de dollars. Il revient de noter que c'est un flux de trésorerie qui est meilleur que celui de 2019, où nous étions à moins 20 millions de dollars. Une dette nette à 455 millions de dollars, réduite de 14 millions de dollars par rapport à 2019. Voilà pour les messages clés que nous allons un petit peu développer maintenant. Un point important que je souhaite mentionner, c'est une évolution de notre conseil, de la gouvernance, évolution au sein du conseil d'administration avec plusieurs mouvements récents,
mais je vais commencer par le plus important, qui est, depuis le mois de janvier, un nouveau président avec John Amis, qui a été nommé le 18 janvier administrateur et président du conseil d'administration en remplacement d'Ossi Gotama. John Anis, je ne vais pas détailler l'ensemble de son CV qui apparaît sur la gauche, mais c'est un grand professionnel de l'industrie. C'est quelqu'un qui connaît très très bien notre business. Il y a passé plus de 25 ans. C'est aussi quelqu'un d'extrêmement dynamique et extrêmement brillant. J'avais eu la chance de travailler avec lui quand j'étais en charge de la zone Asie-Pacifique au sein de Total avant de rejoindre Morel et Prom. Et c'est quelqu'un avec qui je vais avoir, et j'ai déjà un grand plaisir à travailler. On s'entend bien et sans qu'il y ait aucune complaisance entre nous, bien évidemment. C'est quelqu'un qui saura donner, j'en doute pas, la bonne direction au conseil et donc à la direction de cette entreprise. Donc vraiment, c'est une très bonne nouvelle. En plus, il est intéressant de noter que John Anis est directeur de Pertamina International, donc il est directement en ligne avec la société Morel et Prom qui fait partie par ses 70% de Piètre International. Donc vraiment un vrai asset que d'avoir un président tel que John. Parmi les mouvements récents, il y en a eu qui ont déjà été commentés là, en 2020, à mi-2020, mais nous avons aussi un nouvel administrateur début janvier qui est Arizen. Arizen qui est un financier, un vrai financier et également un très bon professionnel et il n'est que depuis récemment dans le conseil, mais on a pu déjà le voir à l'œuvre en plusieurs opportunités. C'est également quelqu'un qui pige très vite nos problématiques et vraiment on est content de ça. On a maintenant un conseil qui est de nouveau stabilisé, conseil dont je me permets au passage de vous faire remarquer la grande diversité et notamment la diversité de genre dont nous nous réjouissons. Revue maintenant de la performance opérationnelle. D'abord, je commence, et ce ne sera pas la dernière fois, par notre performance HSE en 2020. Nous avons eu au début de l'année dernière un certain nombre d'accidents, aucun d'une gravité particulière, mais enfin quand même plusieurs petits accidents au Gabon qui n'étaient bien évidemment pas satisfaisants. Nous avons un peu repris la main. Nous sommes aujourd'hui, ce matin, à 314 jours sans lost time incident, c'est-à-dire sans accident avec arrêt. Et puis, nous sommes aujourd'hui à 390 jours consécutifs sans aucun déversement. Le dernier était d'ailleurs un déversement tout à fait, une pollution tout à fait mineure sur notre site Donald. Vous voyez sur le graphe donc si en 2020 le TRIR avait baissé un petit peu par rapport à 2019, le LTIF lui avait considérablement augmenté et c'est une chose dont nous sortons. Si vous regardez au bout du pointillé les 12 mois glissants au 1er mars, vous voyez que nous sommes en train de redescendre, mais j'espère que nous reviendrons d'ici le mois d'avril en dessous du niveau de 2019. Nous avons nos deux certifications 45001 et 14001 qui avaient été obtenues en début d'année dernière et qui sont en cours de confirmation. Nous avons eu la semaine dernière les réunions avec le certificateur DLV qui n'a relevé que des inconformités tout à fait mineures. Et puis nous avons toujours un engagement environnemental qui se traduit, a été reconnu par la note B que le CDP nous a donnée pour l'année 2020, qui est quand même une note tout à fait honorable, la moyenne du secteur étant de C. Je vais donner quelques informations sur la pandémie de Covid-19, pandémie dont nous espérons bientôt connaître le terme
de ces connaissances, de ces conséquences dans les mois à venir. Nous avons mis évidemment en place et très rapidement des procédures relativement harmonisées d'ailleurs au sein du groupe, mise à disposition de masques, gel hydroalcoolique, télétravail favorisé autant que possible, distanciation sociale dans les zones communes, et puis sur les sites des mesures plus drastiques avec une quarantaine du personnel avant entrée sur site, test au début de la quarantaine, test à la sortie de la quarantaine, mesures de distanciation dans les lieux de vie, surveillance médicale toutes les 48 heures et des tests fréquents des collaborateurs sur site. Bon. Grâce à l'ensemble de ces mesures que nous maintenons absolument aujourd'hui, grâce à l'ensemble des mesures, aucune interruption des opérations n'a été à déplorer à ce jour. Nous avons de bonnes raisons de penser que ce sera la même chose dans les mois qui nous restent à courir avec cette pandémie, et tant que l'ensemble de notre personnel n'aura pas pu être vacciné. Slide suivante, je voudrais vous montrer quand même, vous rappeler d'une part à travers la courbe la crise majeure que nous avons connue en 2020, dont il semble que nous soyons sortis aujourd'hui. Vous le voyez donc avec les cours du brut. Et ce que je voulais illustrer par ce graphe, c'est notre réactivité. Nous avions lancé un peu avant la crise des discussions avec notre pool bancaire pour changer le profil de remboursement de notre dette. Il était prévu dans le profil initial que nous devions rembourser en 2020 $150 millions, une charge qui nous paraissait élevée, et nous avons fini nos négociations en fait avec les banques et signé un avenant avec elles le 16 mars, donc juste une semaine après le début de la crise qui a été matérialisé par les annonces de l'Arabie Saoudite le 10 mars, vous vous en souvenez sans doute, mais déjà au mois de février, il y avait les premiers signes du Covid et le brut commençait un petit peu à fléchir. Donc tout à fait au début de la crise, nous avons pu finaliser cette négociation sur le rééchelonnement de notre dette. Patrick Deygas reviendra dessus, ça vous a déjà d'ailleurs été présenté à l'occasion des résultats du premier semestre. Mais c'était important pour affronter cette année extrêmement difficile. Fin mars, donc 3 semaines après le début de la crise, nous avons suspendu les forages de développement sur Ezanga et nous avons mis en place notre plan d'adaptation et de réduction des coûts, donc nous avons réagi tout à fait rapidement. Comme vous le voyez sur le graphe, à partir du mois de juin, les prix se sont un peu ressaisies. On s'est trouvé entre juin et novembre, décembre, aux alentours de $40 par baril. Et il est intéressant de noter, et c'est un élément important, je crois, de nos résultats que nous venons de publier ce matin, de noter que sur cette période, la deuxième moitié de l'année, sur une base à peine supérieure à $40 par baril, nous avons dégagé un résultat net positif. Je crois que c'est une satisfaction, je reviendrai dessus. Et puis aujourd'hui, nous sommes en phase de préparation et de redémarrage des forages de développement sur Ezanga qui devraient avoir lieu avant l'été. Je voudrais donner quelques éléments sur notre plan d'adaptation et de réduction des coûts, qui était quand même le centre de notre réaction face à la crise. Nous avions fixé des objectifs de dépenses d'exploitation sur nos actifs opérés de moins 20% en année pleine. Et en fait, le résultat est que sur seulement 9 mois d'application de ce plan, nous avons réussi à baisser dans l'ensemble de l'année 2020 par rapport à 2019 nos dépenses opérées de 25%, et je crois que c'était un très bon résultat. Donc nous avons coché cette première case. Les dépenses d'administration, nous avions fixé également sur nos actifs opérés 15% en année pleine. Nous avons fait quasiment 20% de réduction par rapport à 2019 sur seulement 9 mois, une fois encore.
Les investissements de développement, nous avions décidé de les limiter à 50 millions de dollars en stoppant et en particulier immédiatement la campagne de forage, mais il y a eu d'autres éléments et nous avons fini l'année avec des dépenses de développement à 47 millions de dollars. Donc nous avons aussi tenu notre objectif et délivré comme nous nous l'étions promis et nous vous l'avions dit. Entre 2019 et 2020, l'évolution des coûts au niveau du groupe, donc pas seulement sur les actifs opérés, au niveau du groupe, et en tenant compte du fait, et c'est assez matériel, que nous avons eu un périmètre différent en 2020 par rapport à 2019, en particulier avec l'Angola, que nous avions uniquement sur 4 mois en 2019 et que nous avons eu en année pleine sur 2020. Malgré ce changement de périmètre, nous avons réduit nos dépenses l'ensemble de nos coûts, exploitation, transport, administration, de 6%, et sur les actifs opérés, compte tenu de la baisse que j'ai mentionnée des dépenses d'exploitation et d'administration, nous avons baissé nos coûts de 23%. Les coûts par baril, si on regarde le permis des Zanga, ont pu baisser. Alors il y a un certain nombre de coûts qui malheureusement ne bougent pas par baril, comme les coûts de transport, ils ont d'ailleurs légèrement augmenté, malheureusement pour des raisons contractuelles, mais globalement, nous avons baissé de quasiment 10% nos coûts par baril sur Ezanga. Donc nous partons maintenant sur une base de coûts plus faible et qui est stabilisée, performance que nous allons maintenir et si possible améliorer en 2021. Ça n'est pas parce que les prix du brut semblent se raffermir qu'il faut baisser la garde sur ce plan. Je crois que nous y tenons tous assez particulièrement. Une revue des activités de production en 2020 et quelques autres éléments d'ailleurs que production. Sur Ezanga, compte tenu d'une part et essentiellement des quotas OPEC qui nous ont été imposés à partir de la deuxième moitié de l'année et compte tenu également du fait que les forages de développement ont été suspendus, la production a baissé de 16% entre 2019 et 2020. C'est un fait que nous avons malheureusement dû subir. Nous en avons profité pour essayer de mettre un certain nombre d'actions en place pour pouvoir repartir de bon pied et dans de bonnes conditions après cette période-là. Sur Mdazibé, en Tanzanie, il ne faut pas les quotas OPEC qui nous ont affectés. Il s'agit d'une demande de gaz qui a été en léger retrait compte tenu du climat économique actuel en Tanzanie et notre production a baissé de 7%. Alors, ce recul des ventes en termes de chiffre d'affaires, en fait, a été compensé par le fait que nous avons une sorte de gros sub fiscal qui nous a amené à recharger un impôt sur les sociétés à notre partenaire comme c'est prévu contractuellement. Et finalement, en Tanzanie, malgré la baisse de la production, notre chiffre d'affaires a été en hausse, assez significatif. On est passé de 34 à 43 millions de dollars de chiffre d'affaires. Sur Mdazibé, ça ne concerne pas 2020, ça concerne les premiers mois de 2021. La demande est assez forte en ce moment et par rapport à un budget de 75, en 100%, pas pour notre part, mais en 100% de 75 millions de SCOF par jour. Nous sommes aujourd'hui à une moyenne cumulée de plus de 80 et nous avons ces dernières semaines une demande qui était de 100 millions de pieds cubes jour et nous avons même à un moment, suite à une forte demande, pu faire un test de capacité de nos installations à 108 millions de pieds cubes jour. Encore une fois, c'est en 100%, mais c'est une production que nos installations n'avaient jamais réalisée. Et donc, nous avons pu constater que nous étions en état de le faire. Et donc, si la demande reste importante, les PDC pourra peut-être nous demander plus que ce que nous avons prévu au budget. En Angola, sur les blocs 305 et 305A, la production a augmenté, mais c'est un effet d'optique parce que, comme je le rappelais tout à l'heure, en 2019, nous n'avons eu l'actif qu'à partir du mois d'août et 2020, nous sommes sur une année pleine.
Nous avons, l'opérateur en tout cas, a pu redémarrer l'injection d'eau, pas encore au niveau maximum, mais l'injection d'eau, peut-être l'avez-vous noté, avait été suspendue depuis plus de 5 années, ce qui était une situation assez critique, et donc l'injection d'eau a redémarré. Et puis, nous prévoyons, ou l'opérateur prévoit avec ses partenaires, de démarrer une campagne de workover, et donc ceci devrait permettre d'augmenter la production qui en a besoin, car c'est pas du tout, ne correspond pas au vrai potentiel du bloc. À noter sur un des deux blocs, le 305A, qui est un bloc actuellement qui ne produit pas. Il pourrait reprendre sa production cette année suite à un workover, que suite à un défaut de China Sonangol, nous augmentons en fait en ce moment le paperwork est en train d'être terminé, notre participation de 20% à 27%. Venezuela, donc, compte tenu des sanctions US qui sont particulièrement en place depuis début 2019, nous n'avons entrepris aucune action pour soutenir les opérations faites par PDVSA et l'entreprise mixte PRDL. Nous n'avons fait que intervenir dans les activités essentielles qui étaient de sécurité et de maintenance prioritaire, c'est-à-dire les maintenances d'intégrité. Toute autre activité n'est pas autorisée aujourd'hui. Et donc nous respectons évidemment strictement ceci. La production en 2020, donc nous ne l'avons pas enregistrée dans nos comptes. Cette production était de 8600 barils jour, en baisse par rapport à celle de l'année dernière qui était de 9500. Et encore une fois, notre part, nos 32% net de cette production, ne sont pas bouqués parce que nous n'avons pas, dans les circonstances actuelles, compte tenu des situations, le contrôle de la scène. Le PRDL a obtenu auprès de PDVSA en fin d'année une extension de la licence de 15 ans. La licence allait expirer en 2026, elle a été prolongée jusqu'en 2041. Par ailleurs, nous étudions la possibilité de procéder à des enlèvements au titre du paiement des dividendes passés sur les dividendes qui nous sont dus. Donc, il s'agirait juste d'une transaction qui consisterait à ce que nous récupérions ces dividendes. C'est une transaction qui ne correspond à aucun transfert d'argent vis-à-vis du Venezuela, chose qui est absolument interdite par les sanctions. Donc, nous sommes en train d'être en liaison avec les autorités US pour savoir si nous pourrions faire ces enlèvements. Un focus sur la situation de production au Gabon. Sur le permis Ezanga, comme je vous l'ai mentionné, nous sommes sous quota, donc les autorités nous ont demandé de baisser la production. Nous nous sommes mis d'accord finalement sur un chiffre de 19 000 barils jour qui est appliqué depuis l'été et plus strictement depuis le mois de septembre. Nous espérons sortir de cette limitation l'été 2021, peut-être un peu avant. Un zoom sur notre production et nos réserves. Juste sur la partie droite, ça rappelle que au long de la décennie passée, nos productions ont augmenté régulièrement de à peu près 7% par an. 2021 marque une pause compte tenu des quotas dans cette croissance, mais sur le long terme, bien entendu, notre ambition est de continuer ceci. Nos réserves, elles ont été maintenues nettes évidemment de la production 2020. Les réserves restent les mêmes, donc elles sont au niveau de 183 millions de barils dans nos actifs consolidés, auxquels s'ajoutent 100 millions de barils de réserves via notre
participation dans ces plats. Nous avons 20% de ces plats et en gros, ces plats, c'est 500 millions de barils de réserves de sur nos réserves consolidées, donc les 183 millions de barils, nous en avons 80% qui sont de l'huile, 183 millions de barils équivalents. Nous avons 80% d'huile et 20% de gaz. Si on le regarde au périmètre consolidé, plus ce qui nous revient par notre participation de ces plats, c'est un ratio qui est plus proche de 70%, 30%, donc 70% d'huile, 30% de gaz. Le ratio gaz-huile de ces plats étant plus important en faveur du gaz que celui du périmètre consolidé. Je vais maintenant, passer la parole à Patrick, notre CFO, qui va vous présenter un petit peu, pas avec trop de détails quand même, Patrick, mais un peu plus en détail, les résultats des comptes pour l'exercice 2020. Donc, il passera sur 2 slides sur ces résultats et puis une slide pour rappeler le nouveau profil de remboursement de notre dette. Et puis, je reprendrai ensuite la parole pour vous donner les perspectives pour 2021. Patrick, merci Olivier. Bonjour à tous. Je vais effectivement vous faire une présentation rapide de notre performance financière pour l'exercice 2020. Bien évidemment, la baisse très importante du prix du baril sur l'exercice 2020 se reflète dans notre revenu. Le chiffre d'affaires est en baisse de 35% par rapport à l'an dernier, s'établissant à 330 millions de dollars, contre 504 millions de dollars en 2019. Grâce à la mise en place rapide de notre plan d'adaptation effectif dès le mois d'avril, nous avons pu réduire significativement nos dépenses d'exploitation et d'administration, les ramenant sur l'ensemble consolidé, incluant les actifs non opérés, de 180 millions de dollars l'année dernière à 164 millions de dollars. Si on considère uniquement les actifs opérés, la baisse s'établit à 38 millions de dollars, soit une réduction de 23%. L'exercice, la performance a été impactée par l'enregistrement de charges non courantes, un montant très significatif de 514 millions de dollars, correspondant pour l'essentiel à des dépréciations d'actifs, notamment sur notre permis Ezanga, et par la reconnaissance en résultant de dépenses d'exploitation. Le résultat opérationnel s'établit de ce fait à moins 534 millions de dollars, après prise en compte du coût de la dette, inférieur à ce qu'il était l'an dernier en raison de la baisse du taux Libor et d'effets de change positifs, notamment au Gabon, liés à la réévaluation au taux de clôture des positions euro-dollar. Nous, après prise en compte de l'impôt société et de la quote-part des sociétés mises en équivalence, en fait, de la contribution de CEPLAT, notre société au Nigeria, qui, elle aussi, du fait qu'Irmante réalise en perte. Après prise en compte de tous ces éléments, le résultat net du groupe pour l'exercice ressort négatif à 512 millions de dollars. En termes de trésorerie, nous avons pu maintenir la situation. Bien évidemment, ces dépréciations d'actifs importantes n'impactent pas notre trésorerie. Nous avons un flux de trésorerie avant impôt sur le résultat de 91 millions de dollars, significativement en baisse par rapport à l'an dernier. Mais après prise en compte des variations de BFR et de la bonne gestion de notre créance, nous avons généré sur l'exercice un flux opérationnel de 109 millions de dollars à comparer à un flux de 162 millions de dollars l'année précédente. Les investissements ont été, dans le cadre du plan d'adaptation, revus drastiquement à la baisse, avec notamment l'arrêt de tous les forages de développement au Gabon. Et vous constatez donc que le montant des CAPEX est en baisse très significative. Le flux de trésorerie disponible, avant coût du service de la dette et dividendes, est positif à 16 millions de dollars et en progression par rapport à l'an dernier de environ 35 millions de dollars.
Nous avons donc commencé à rembourser nos emprunts, et notamment le term loan, emprunt de 600 millions de dollars que nous avions mis en place en 2017. Et bien que, malgré cet effet, nous maintenons une trésorerie à un niveau très correct de 168 millions de dollars, en baisse d'une soixantaine de millions de dollars par rapport à l'année dernière. S'agissant de l'analyse du résultat, il est intéressant de noter que si on considère les éléments courants uniquement, nous réalisons une perte sur l'exercice limitée à 54 millions de dollars. Et on notera que grâce au plan d'adaptation et aux mesures de contrôle des coûts mises en place dès avril, nous avons pu, sur le second semestre, renverser la tendance et réaliser donc sur cette partie de l'année un résultat net positif de 7 millions de dollars. C'est intéressant de constater qu'à un environnement de prix d'environ 42 dollars, la société est au break-even, au point mort, au-dessus du point mort. S'agissant de la structure du capital et de la dette, notre dette est composée de deux éléments, un emprunt à terme de 600 millions de dollars, dont le montant s'établit à fin 2020 à 525 millions de dollars compte tenu des remboursements qui ont été effectués au cours de l'exercice, et d'un prêt d'actionnaire d'un montant de 98 millions de dollars, qui n'est tiré en partie, puisque nous gardons une capacité de tirage de 100 millions de dollars. Après prise en compte de la trésorerie, la dette nette s'établit à 455 millions de dollars et elle est en réduction de 14 millions de dollars par rapport au début de la période. Voilà, je vais donc maintenant rendre la parole à Olivier qui va développer la suite de cette présentation. Merci. Merci Patrick. Donc je vais maintenant passer aux perspectives pour l'année 2021. Tout d'abord, les objectifs. Donc les objectifs, c'est toujours et en premier lieu la recherche de l'excellence HSE avec un objectif de taux d'accidentalité de moins 30% par rapport à 2020, avec la finalisation du passage de la génération électrique sur Ezanga au Gabon sur le gaz de production. Ce n'était pas le cas aujourd'hui, ce qui permettra de limiter les quantités de gaz de production brûlés, c'est le cas actuellement. Et puis évidemment le maintien des protocoles stricts qui avaient été mis en place dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Pérennisation des efforts entreprises, comme je le disais tout à l'heure, il n'est pas question de relâcher tout d'un coup les vannes parce que le brut repasse au-dessus de 60 dollars. Donc nous partons clairement sur une base de coûts dans lequel nous capitalisons sur les économies qui ont été faites en 2020 et nous sommes en train de mettre en place une fonction de suivi des actions en cours et de définition de nouveaux objectifs. Maintien de la discipline financière, ça passe par la poursuite des remboursements de dettes, 88 millions que nous allons rembourser en 2021, un petit peu plus même que ce que nous avons remboursé en 2020. Et puis une réflexion active sur le refinancement à venir. Vous avez vu sur la dernière slide de Patrick que nous avons en 2022 et 2023 des niveaux de remboursement qui augmentent assez considérablement et en fait nous réfléchissons à la façon de peut-être lisser cela et nous approcherons les banques dans le courant de l'année. Attente ensuite d'un environnement de prix qui soit vraiment stabilisé avant un éventuel redémarrage des activités d'exploration. Notre priorité est vraiment d'assainir et d'améliorer notre bilan au niveau de notre trésorerie et de nos dettes et avoir une situation qui soit
plus confortable et surtout qui nous donne de meilleures marges. Reprise du développement, donc reprise des forages sur les Angas qui est prévue à l'été 2021. Donc la campagne de forage, donc la préparation est en cours. Les cibles sont identifiées et d'ailleurs pour la première fois, nous ferons des forages de développement en ayant en portefeuille un portefeuille de cibles de développement assez large et non pas seulement 2-3 puits en avance, mais nous avons aujourd'hui à peu près l'équivalent de 18 mois à 2 ans de cibles de forage, et ce qui nous permet d'optimiser et de choisir les meilleurs pour commencer. Donc nous avons vraiment mis à profit l'année passée pour nous préparer à travailler dans les meilleures conditions, et nous sommes à Carole, notre filiale Carole est en train de reconstituer les équipes de forage pour mettre à disposition le rig avec toutes ces équipes dès le mois de juin, probablement, je dirais même très certainement. Les prévisions opérationnelles et financières pour 2021, donc là nous donnons des guidance, qui sont des guidance que nous avons l'intention de tenir. Évidemment, le Gabon sera très impacté par les quotas en début d'année et par le fait que les forages de développement ne redémarrent qu'à mi-année. Et nous avons une guidance de 21 000 barils jour en 100% sur le Gabon. Une guidance que nous voulons prudente sur la Tanzanie à 70 millions de pieds cubes jour, mais comme je vous l'indiquais tout à l'heure, l'année démarre assez bien et on a de bonnes raisons de penser qu'on peut faire mieux. Angola, nous tablons sur 20 000 barils jour. Ceci dépendra, entre autres, de la campagne de workover qui va commencer et de la reprise de l'injection d'eau. Encore une fois, il n'y a rien sur le Venezuela dans ceci, puisque notre activité y est limitée par les sanctions et nous ne comptabilisons rien à ce titre. Nos prévisions de cash flow, je crois que c'est un message important. Nous prévoyons un flux généré par les opérations pour l'exercice 2021 de 175 millions de dollars à 50 dollars par baril et de 225 à 60 dollars par baril. C'était 70, ce serait 275. Les choses restent assez linéaires. Ce qui est important de noter, c'est que à 50 dollars par baril, nous tenons très bien. Nous avons de quoi à la fois couvrir nos obligations en termes de financement, le remboursement et le coût net de l'endettement, les intérêts, et puis notre programme d'investissement. Ça fait un total 90 millions d'investissements, 60 au Gabon, 20 en Angola. Vous voyez, c'est un financement plus investissement, ça fait 195 à 50 dollars, à peu de choses près. On tient ceci assez bien. Il le fallait, les investissements pourraient être adaptés à la baisse, mais nous nous sentons tout à fait capables de faire ces 90 millions de dollars d'investissement avec si on n'était qu'à 50 dollars, une situation financière à la fin de l'année qui serait encore largement au-dessus de 100 et quasiment 150 millions de dollars. Sur le plus long terme, on maintient le cap sur nos objectifs de long terme. Toujours la première priorité, relâcher l'excellence, sécurité, environnement. C'est la condition de notre existence et de notre performance. Maximiser la valeur des actifs existants, ça se traduit par énormément d'actions très rigoureuses. Une discipline dans l'allocation des ressources, donc on renforce notre bilan, on préserve notre liquidité. Et vous l'avez vu sur les perspectives et les guidance de la slide précédente, que nous sommes bien placés pour réaliser cet objectif de long terme. Faire croître l'activité par l'exploration et les opérations M&A. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne relancerons pas l'exploration tant que nous n'aurons pas une situation un peu plus apurée, mais nous pouvons dès maintenant commencer à y songer sérieusement.
Et puis créer de la valeur et la rendre aux actionnaires, c'est quelque chose que j'espère pourra se concrétiser dans au moins l'année qui vient. En tout cas, bon, vous avez vu que le cours de l'action a récupéré par rapport à des niveaux qui étaient absolument injustifiés pendant le dernier trimestre de 2020. Flexibilité opérationnelle, donc contrôle de l'operating de nos actifs principaux, ceci reste et nous y tenons. Des opérations qui ont été rationalisées dans le cadre du plan d'adaptation et nous continuerons à le faire. Résilience des actifs, je vous rappelle ces deux chiffres importants. On a un break-even cash disponible qui a été abaissé sous les $30 par baril, donc ça nous donne vraiment une grande résilience. Et puis un break-even du résultat net qui a été abaissé à $45 par baril et même en réalité moins de 45, comme le rappelait Patrick, au second semestre 2020, nous étions avec un résultat net positif alors que le prix du brut n'était qu'à peine au-dessus de $40 par baril. Et puis une solidité financière. Nous avons une trésorerie de près de $170 millions fin 2020. Nous avons toujours, s'il y avait besoin, nous n'en voyons pas le besoin immédiat, $100 millions qui sont disponibles avec le shareholder loan, la deuxième tranche. Et puis nous avons le soutien également du groupe Cartabina qui est, je crois, quelque chose d'important. Donc voilà le résumé, les points essentiels que je souhaitais partager avec vous. Certains sont importants. Je pense que ce qui est peut-être plus intéressant, ce sera de répondre aux questions. Je suis certain qu'il y a des questions. Je me tourne vers Mathieu Lefranc. Mathieu, est-ce que nous avons des questions? Oui, nous en avons. Merci Olivier. Nous allons prendre quelques instants pour mettre ces questions en ordre et commencer à y répondre. Donc, nous allons repasser en mode attente quelques secondes et avant de revenir vers vous pour répondre à vos questions. Très bien, je vous remercie pour votre attente. Nous allons commencer avec la première question qui nous vient de Jean-Luc Romain, analyste CMCIC. Pouvez-vous rappeler le potentiel du champ de Urdaneta West au Venezuela et expliquer le temps nécessaire à la reprise de la pleine production du champ en cas de levée des sanctions américaines? Également une deuxième question de Jean-Luc Romain. Comptez-vous mettre en place une politique de couverture afin de profiter éventuellement de la bonne tenue des prix du brut à l'heure actuelle? D'accord. Donc je réponds à cette première question. Venezuela, donc aujourd'hui, la production est un peu en dessous de 10 000 barils jour. Il y a toute une quantité de puits et d'équipements qui sont actuellement à l'arrêt. Et en fait, si les sanctions étaient levées, et si donc nous étions autorisés à supporter PRDL pour des actions de relance de la production, en fait, la production pourrait très rapidement, à terme de moins d'un an, atteindre 20 000 barils jour, puis 30 000 barils jour en une année supplémentaire. Chiffre euros. Donc oui, les choses, la production pourrait remonter rapidement. Le potentiel des installations est de 80 000 barils jour. Je pense que c'est un objectif très lointain, par contre, d'atteindre ce genre de niveau. Mais 20 000 et 30 000 sont des choses qui peuvent être atteintes dans le très court terme. Et probablement plus. On pourra aller peut-être à 40 si on se donne 2-3 ans de plus. Mais encore une fois, tout ceci n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Ça dépend d'une relaxation, d'un changement de la situation au Venezuela ou d'un changement des sanctions qui sont actuellement imposées. Donc l'administration Biden se met en place, des choses vont peut-être changer, des choses peuvent changer aussi au Venezuela. Mais aujourd'hui, en tout cas, il est clair que notre position est de ne faire que ce qui est autorisé. Aujourd'hui, ces choses ne sont pas possibles. Si elles le devenaient, pour répondre à votre question, très rapidement, atteindre 20 ou 30 000 est possible. Nous avons en fait 40% dans cet actif, 32% net compte tenu des 20% que notre partenaire sucré a au sein des 30%. Donc c'est un intérêt économique de 32% que nous avons
que nous avons théoriquement dans cette production, le théorique ne devenant pratique qu'à la fin des sanctions. L'autre partie de votre question sur la politique, une éventuelle politique de couverture en raison de la bonne tenue des cours à l'heure actuelle. Oui, alors le hedging, c'est une question difficile. Évidemment, on peut regretter qu'en 2020, nous n'ayons pas mis en place en préalable une couverture de ce type. La philosophie est que Morel Prom, c'est une valeur pétrole, et donc que les actionnaires veulent avoir la totalité de la hausse des cours quand elle arrive et sont prêts en principe à supporter la baisse quand elle arrive. Je crois que le hedging, c'est quelque chose d'important quand on craint que des cours à la baisse soient atteints qui mettent en péril l'entreprise. Bon, c'est prouvé en 2020, nous n'étions pas dans cette situation. Donc le hedging, plutôt non comme une politique massive, mais par contre, ponctuellement, aller couvrir un cargo 2-3 mois en avance quand on voit que les prix sont élevés, nous ne nous l'interdisons pas. Mais en principe, le fond de notre pensée est plutôt de dire on reste une société qui est purement pétrole, et donc nous laissons le risque, nous gardons le risque de la baisse sans dépenser de l'argent pour le couvrir, et nous gardons le bénéfice entier de la hausse. Mais encore une fois, pas d'interdit absolu non plus. Nouvelle question de Nicolas Montel de Port-en-Part. Pouvez-vous détailler les conditions de l'augmentation de votre participation dans le bloc en Angola que vous avez mentionné durant la présentation? Oui, alors cette augmentation de participation, il ne faut pas lui donner plus d'importance qu'elle n'a. D'abord, bon, et dans le sous-bloc, parce qu'il y a le 305, ce sont deux blocs, il y a le 305 et le 305A, et le 305A est le plus petit des deux blocs. Il n'est pas en production, depuis un certain nombre d'années, il n'est pas en production, et la situation à laquelle nous faisons face, c'est qu'un partenaire ayant fait défaut, sa participation, c'était de 20%, c'est pas une nation normale, sa participation était à répartir mécaniquement entre les différents partenaires, et nous avons repris sans sortir un seul dollar. Nous avons donc repris leur participation. Ce n'est pas un nouveau M&A, ce n'est pas une nouvelle acquisition d'actifs, c'est juste l'application mécanique des clauses du JOA en cas de défaut d'un partenaire. Donc voilà. Bon, ceci dit, la production pourrait redémarrer peut-être cette année sur ce bloc, et cette augmentation de 7,5%, en particulier si on se trouve dans un environnement qui est à $60, est quelque chose qui pourrait être positif. Mais encore une fois, c'est marginal, puisque ce sont 7% sur le plus petit des blocs. Je crois que le potentiel espéré de ce bloc, en tout cas à court terme avec ce workover, il est de 2000 barils jour. De parler d'un incrément qui n'est pas extrêmement significatif, mais qui, ceci dit, reste quand même positif sans que nous ayons déboursé $1. Merci. Question suivante de Baptiste Lebac de Odo. Pouvez-vous rappeler le niveau de vos covenants éventuels et nous faire parvenir une update sur leur satisfaction? Et par ailleurs, dans le cadre d'un éventuel refinancement, considérez-vous avoir recours au convertible comme vous avez pu l'avoir dans le passé? Oui, je remets la slide 16 qui est tout à l'heure à l'écran. Et puis le mieux, c'est peut-être que je passe la parole à toi, Patrick, si tu veux répondre en détail et plus précisément peut-être. Oui, bien sûr. Merci. Donc, nous avons à respecter 3 convenants au terme du contrat de prêt que nous avons souscrit. Le premier s'appelle Debt Service Credit Ratio, c'est-à-dire la génération de cash comparée au coût de la dette sur une période, qui est calculée tous les 6 mois. Il doit être supérieur à 3,5 et il est respecté largement. Il en est de même pour le deuxième covenant qui est dette sur EBITDAX. Le covenant doit être inférieur à 4 et il s'établit à 2,6 à la fin de l'exercice. Enfin, dernier covenant, net worth,
notre situation nette, hors part minoritaire, doit rester supérieure à 500 millions de dollars. Elle s'établit à 540 millions de dollars à la clôture. Pour le reste, nous bénéficions d'un contrat dont les conditions sont excellentes, à Libor plus 1,5. Nous réfléchissons à l'amélioration de la structure de notre capital et de nos financements. Nous ne sommes pas du tout dans l'urgence et nous n'excluons par principe aucun instrument. Merci Patrick. Une vraie question également de Baptiste Lebacq-Dodo. Y a-t-il une stratégie de diversification du secteur pétrolier gazier? Par ailleurs, quel serait le critère de redémarrage de votre politique d'exploration? Merci. Donc c'est un petit peu une double question sur la diversification. Bien entendu, comme chaque société et puis chaque citoyen, nous sommes extrêmement sensibles aux questions de transition énergétique. Mais notre positionnement aujourd'hui, en tout cas, il n'est pas exclu. Notre positionnement est le suivant, est que la transition est une réalité. Un peak oil va nécessairement intervenir, et c'est un peak oil qui cette fois-ci n'est pas celui dont on parlait avant autour de l'offre, c'est un peak oil de demande. Il va intervenir dans la décennie qui vient, peut-être a-t-il déjà intervenu, mais au-delà de ce peak oil, malheureusement, si je puis dire, la demande en pétrole va rester importante, elle déclinera trop lentement sans doute pour ce que la planète a besoin, mais le besoin de pétrole sera là, donc, et sera là pendant encore longtemps. Nous pensons qu'il doit être satisfait et qu'il faut qu'il y ait des sociétés, que ce soit comme Moray Strom ou toute autre société, major ou pas major, qu'elle soit là pour satisfaire à cette demande. Nous comprenons très bien que certains souhaitent se préparer dès maintenant en se diversifiant pour un autre avenir qui est un avenir assez lointain en fait. Mais nous considérons aujourd'hui que, compte tenu de notre taille, il est plus raisonnable que chacun reste dans son rôle. Et encore une fois, le rôle de ceux qui font autre chose que du pétrole ou du gaz est un rôle éminemment important. Mais je crois que pour nous, il est plus important de faire bien ce que nous faisons. Et ce que je dirais peut-être, c'est que nous nous voyons comme un pure player responsable. Donc, nous savons faire du pétrole. Nous prévoyons de continuer à en faire en le produisant au moindre coût et dans des conditions environnementales qui soient les meilleures possibles. Je mentionnais tout à l'heure la question du brûlage de gaz au Gabon que nous allons diminuer considérablement cette année. Et puis également, nous sommes producteurs de gaz et c'est peut-être là un axe de développement ou de diversification. Je vous rappelle quand même que le gaz, quand on l'utilise, c'est à peu près 30% de CO2 de moins que le pétrole et fait moitié moins que le charbon. Donc c'est une énergie, en attendant d'avoir un mix qui est entièrement renouvelable, c'est une belle énergie. Donc c'est pour nous un axe de développement parce que nous savons faire du pétrole, nous savons faire du gaz. Mais encore une fois, je pense que ce serait hasardeux de prendre la place d'autres personnes, de prendre aujourd'hui la place d'autres personnes qui savent faire du renouvelable ou d'autres choses et qui savent bien le faire, d'essayer de prendre leur place et arrêter de faire ce que nous faisons bien et que nous pensons pouvoir faire et même encore mieux dans le futur. Voilà, je ne sais pas si la réponse vous satisfait, c'est aux actionnaires bien évidemment de choisir, mais je pense que c'est la réponse la plus raisonnable et c'est la réponse que nous faisons aujourd'hui. La deuxième partie de votre question... Alors, c'était pour savoir quel était le critère de redémarrage éventuel de l'exploration. Le critère de redémarrage de l'exploration, il n'y a pas de critère absolu en termes de prix exact et de durée à ce prix-là. Je crois que pour faire de l'explo, c'est une activité qui est sympa quand ça marche, les découvertes, c'est une activité qui est coûteuse quand
elle ne marche pas. Et d'ailleurs, même quand elle marche, elle est dans le court terme coûteuse. Donc, mais nous aimons l'exploration et je crois que le vrai critère, c'est la qualité et la maturité de nos prospects en même temps que le coût des puits d'exploration. C'est pas la même chose de faire un puits d'exploration pour 6 ou 7 millions de dollars en Colombie ou de faire un puits type offshore en Namibie pour 30 millions de dollars, évidemment. Notre philosophie, elle est peut-être un petit peu différente de celle qu'elle a été dans le passé. C'est que si maintenant nous souhaitons faire de l'exploration significative, nous souhaiterons à l'avenir le faire avec des partenaires. C'est-à-dire que nous ne validerons pas tout seuls des prospects d'exploration, excepté encore une fois s'il s'agit d'un petit puits qui coûte quelques millions de dollars, nous chercherons des partenaires. Je pense que c'est raisonnable, c'est ce que font aussi les majors. Et voilà. Donc, sur un plan de l'application pratique, il est possible, mais ça dépend des permis environnementaux que nous ferions depuis d'exploration en Colombie d'ici la fin de l'année, mais plus probablement l'année prochaine. Et puis, nous regardons les possibilités d'exploration en Angola, au Gabon, pardon. D'une part sur le permis des Angas, qui sont des sites d'exploration qui sont proches de nos installations et qui donc ont un payout rapide. Et ça, je pense que l'exploration intensive, ça, c'est assez agréable. Et puis également, nous sommes toujours en train de travailler sur l'analyse des résultats du puits carien que nous avions terminé il y a un peu plus d'1 an. Et donc, on continue à évaluer sur le permis, les permis Kari et Nyanga. Nous évaluons toujours les conséquences de ce. Merci Olivier. Question d'un actionnaire. De nouvelles acquisitions sont-elles prévues ou à l'étude à l'heure actuelle? S'il y en avait une, je ne sais pas si je le dirais, je ne sais pas si je vous dirais quelle est. Non, en fait, plus sérieusement, nous regardons ce qui peut être disponible. Nous réfléchissons à des choses qui pourraient faire sens, qui pourraient s'harmoniser bien avec notre portefeuille actuel. Nous maintenons en même temps une certaine prudence. Ce n'est pas le moment, en tout cas, d'aller faire quelque chose que nous surpérions. Il est sûr qu'il était peut-être plus facile de trouver des choses à un coût très accessible. Il y a 6 mois, c'était peut-être plus facile qu'aujourd'hui, mais nous souhaitons quand même prendre notre temps et être certains que nous avons restauré notre situation financière suffisamment. Et je crois que après 2 années, à la fin de l'année, nous aurons eu nos 2 premières années de remboursement de nos prêts. Ce sera déjà un grand pas dans le désendettement. Et je crois qu'au cours de cette 2e année, qui était donc 2021, nous pouvons commencer effectivement à peut-être envisager de réaliser quelque chose. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons une équipe M&A, elle regarde des choses et c'est normal, c'est son boulot. Je n'ai rien à annoncer aujourd'hui. Si je veux être d'ailleurs assez honnête, je n'ai pas de choses qui soient réellement très avancées aujourd'hui. Mais nous regardons des tas de choses et nous sommes prêts, nous acquérons une bonne connaissance de ce qu'il y a sur le marché. Je crois que c'est important. Une question qui nous vient de plusieurs actionnaires. Que comptez-vous faire en support au cours de l'action? Peut-on espérer un dividende ou un rachat d'actions? Alors, ce que l'on fait en support du cours de l'action, déjà, c'est toute la rigueur qu'on essaie de mettre dans notre gestion. Je crois avoir montré que la société est résiliente et robuste. Je crois que c'est une bonne chose, parce qu'en étant résilient dans les bas coûts, ça veut dire dans les coûts faibles du prix du brut, c'est ça qui nous permet d'être réellement rentable quand les prix du brut deviennent meilleurs. Peut-être cette année sera l'année où nous vous prouverons qu'avec des prix du brut élevés, nous avons vraiment de bonnes performances financières. Donc, je crois que c'est ça la première chose que nous faisons pour le cours de l'action. Ou autre chose qui peuvent être faites personnellement. J'ai acheté
des actions Morel et Prom sur le marché et ça me, ensuite de celles que j'avais déjà, et ça me paraît être une bonne chose. Je crois qu'on peut avoir confiance dans le titre et dans la solidité de notre société. Il y avait une deuxième partie de la question, pardon, que j'ai ratée. Peut-on espérer un dividende ou éventuellement un rachat d'actions ou quelque autre mesure de... Dividende, non, c'est une question un petit peu difficile, mais elle est importante pour les actionnaires, évidemment. Je crois que après l'année 2020 que nous avons connue, ce sera au Conseil et puis à l'Assemblée générale de décider de trancher ce genre de questions. Je pense qu'il serait prématuré de verser un dividende en 2021. Je pense que continuer à nous désendetter et améliorer notre trésorerie est sans doute plus important à court terme. Par contre, je crois que si nous avançons vers une année 2021 qui est selon notre guidance et avec des prix du brut qui se maintiennent à un bon niveau, oui, je crois qu'un dividende l'année prochaine deviendra sans doute une évidence. Mais encore une fois, je veux pas anticiper. Ce qui est important, c'est le cash que nous pouvons dégager et les marges de manœuvre. Et à partir du moment où nous dégageons des marges de manœuvre, il y aura une marge de manœuvre pour le dividende, mais je pense que ce serait un peu prématuré de faire ça dès 2021, au risque de vous décevoir, mais 2022, c'est très bien. Merci Olivier. Une nouvelle question d'un actionnaire qui nous demande vers quelle destination partent nos cargos et si, en particulier, s'ils sont vendus en Indonésie. Oui, alors nos cargos, ils partent en ce moment beaucoup sur l'Asie, mais plus la Chine, c'est essentiellement la Chine. Nous n'avons pas envoyé de cargo vers l'Indonésie, à moins qu'un de nos acheteurs l'ait ensuite redirigé vers l'Indonésie. Si votre question est de savoir si nous en vendons à Pertamina, c'est peut-être ça qu'il y a derrière. Nous n'avons pas vendu de cargo à Pertamina aujourd'hui. Pertamina est intéressé par le brut de Morel et Prom, et il est possible qu'ils achètent des cargos à un moment ou à un autre. Nous y sommes tout à fait disposés et ouverts. Tout simplement, les conditions sont très claires et très très strictes. Pertamina pourra acheter des cargaisons, soit quand à l'issue des appels d'offres que nous faisons à chaque cargaison, nous avons une appel d'offres et un jour ils font la meilleure proposition, première possibilité, ou bien s'ils proposaient un contrat dont on pouvait prouver par quelqu'un d'indépendant qu'il corresponde bien au prix du marché et à l'intérêt des actionnaires. Donc, c'est absolument limpide. Et donc aujourd'hui, non, Pertamina n'a pas acheté de cargaison. Mais nous serions heureux d'en vendre à notre actionnaire principal, mais dans des conditions qui ne souffrent aucune exception par rapport aux règles de convention réglementée. Merci Olivier. Je vais agréger quelques questions sur les différentes cibles éventuellement d'une exploration ultérieure et une mise à jour sur le programme de travail sur les licences existantes. Donc, est-il possible de résumer ce qui a été fait et ce qui sera éventuellement possiblement fait dans le futur, nos différentes licences d'exploration, notamment en Sicile, en Namibie et en Colombie, si vous pouviez donner un petit résumé de notre situation d'exploration à l'heure actuelle sur l'année passée et dans le futur si nécessaire. Bon, l'exploration, c'est la chose la plus difficile que soit et qui soit, et il faut être très rigoureux dans ce qu'on fait. Alors, je préférerais vous livrer tout de suite la part du rêve en vous disant que nous avons des tas de prospects extraordinaires que nous allons forer très rapidement et qui vont être de façon certaine positifs. Pour répondre plus précisément, et vous avez cité peut-être deux pays sur lesquels je n'ai pas eu trop l'occasion de parler, la Sicile et la Namibie. La Sicile, c'est une licence que nous avons qui est dans un domaine qui est prouvé, puisqu'il y a de la production pas loin, donc c'est quelque chose d'agréable. C'est pour ça que nous y avons
l'année dernière, nous avons tiré une sismique 3D. Cette sismique 3D est toujours en cours d'interprétation. Elle est toujours en cours d'interprétation parce qu'il y avait un certain nombre de traitements sismiques qui devaient être faits, essentiellement une PSTM et une PSDM. Aujourd'hui, nous sommes encore en revue de cela. La question, nous y voyons un certain nombre de cibles. La question est la taille de ces cibles. En fait, nous sommes en train de revoir s'il existe ou non des cibles d'une taille suffisante pour justifier un forage. Je ne suis pas en mesure aujourd'hui de répondre à cette question, je l'espère, mais les choses doivent être regardées assez rigoureusement. Sur la Namibie, la situation est la suivante. C'est un permis deep offshore sur lequel il existe plusieurs assez belles cibles. La question simplement est la question de la probabilité de succès. Et puis également la question de la taille de ces découvertes, puisqu'il ne s'agit pas seulement de faire une découverte, mais il s'agit en fait que cette découverte elle soit suffisamment importante pour pouvoir être développée de façon économique. Aujourd'hui, les cibles sont un petit peu à la limite de ce qui est économique. On pense que si on trouve ce que l'on voit, ça devrait être économique et ça devrait passer, et donc un forage se justifie. Mais comme il s'agit de deep offshore, de choses compliquées, et que, comme vous le savez, suite au défaut de notre partenaire, nous avons maintenant la quasi-totalité et la totalité du financement à supporter sur ce permis. Nous ne forcerons pas ces puits si nous ne trouvons pas un partenaire pour nous accompagner. C'est d'une part pour partager le risque de l'exploration, le risque de faire un puits sec, ça existe toujours, et deuxièmement pour nous assurer que nous ne sommes pas les seuls à penser que cette cible est d'intérêt. Donc nous allons ouvrir probablement des data rooms d'ici la fin de l'année pour essayer de trouver un partenaire. Aujourd'hui, c'est sans doute un petit peu prématuré de l'ouvrir. Les prix du brut, finalement, ils ont bien récupéré, mais depuis quelques mois seulement. Donc, bon, si les choses se confirment pendant toute l'année, nos concurrents ou nos partenaires reprendront aussi goût à la vie et à l'exploration. Ils seront peut-être prêts à regarder une data room d'un œil favorable et peut-être nous rejoindre. Mais c'est la condition que l'on y mettra. Encore une fois, de belles cibles, mais du risque comme de l'exploration, et donc nécessité d'avoir un partenaire avant de se lancer là-dedans. La Sicile, ce sont des choses petites, des choses moins chères, qui éventuellement, si nous confirmons des choses qui nous plaisent, pourraient être faites seules. Mais aujourd'hui, le travail sismique, l'interprétation sismique est toujours en cours. Je crois que j'ai répondu. La Colombie était mentionnée aussi dans les questions. Donc, c'était mentionné aussi, j'y réponds. Nous avons en Colombie donc un permis Core 15 sur lequel nous voyons plusieurs prospects. Ce ne sont pas des prospects géants, mais c'est des prospects qui sont tout à fait d'intérêt, et l'économie risquée, comme on fait en exploration, l'économie risquée de ces cibles et des puits d'exploration est largement positive. Donc, c'est des puits que nous avons l'intention de forer. Ce sont en outre des puits d'obligation. Bon, aujourd'hui, nous sommes contraints dans le timing par le processus d'autorisation environnementale qui a été retardé plusieurs fois, soit par l'excès de zèle de certains activistes, dans leurs yeux il n'y a pas d'excès de zèle, c'est leur zèle, soit par la situation Covid qui est assez sérieuse en Colombie. Donc aujourd'hui, nous prévoyons de forer depuis en Colombie sur ce permis Core 15. Je ne pense pas que ce soit à la fin de l'année, ce sera plus probablement l'année prochaine, peut-être début d'année. Merci Olivier. Je crois que nous avons répondu à toutes les questions. Donc je vous remercie pour votre participation à ce webcast. Et je pense que nous pouvons maintenant fermer la ligne. Merci à tout le monde, analystes et investisseurs, pour votre participation sur cette présentation. Vous pouvez par ailleurs nous contacter sur les numéros et emails habituels si vous avez la moindre question complémentaire. Merci beaucoup. Je redonne la parole à Olivier quelques instants. Non, écoute, merci. Merci à vous tous d'avoir
assisté à cette présentation. J'espère qu'on a répondu à vos questionnements, qu'on vous a confirmé et convaincu que la société est résolument saine et prête à aborder les années qui viennent et les nouveaux défis. Encore une fois, Mathieu en particulier est disponible pour répondre à tout moment à vos questions. Enfin, vous pouvez le contacter via le site, vous pourrez répondre directement pour en reparler avec moi, que vous ayez toutes les assurances que vos questions sont répondues et qu'en tout cas la barre de la maison est bien tenue. Merci Olivier, bonne journée à tous. Merci Patrick aussi et merci à vous tous. Merci.